Des choses molles et froides, comme autant de cadavres sur un chemin d'incertitude. Jusqu'au sang, comment peut-il reviendront-ils les jours heureux, ne trouvent le cœur. Salam alaikum, Zulfillaoun. Bonjour. Il est seul, désespérément seul, égaré en pleine désolation, celui-là qui, au milieu d'une foule bouillonnante, ne trouve le cœur de personne, le chemin de personne. Il est seul, désespérément seul. Il divague sur des chemins qui surplombent de froids abîmes. Son pas est incertain, il tâtonne dans le noir, il trébuche sur des choses molles et froides, comme autant de cadavres sur un chemin d'incertitude. Le soleil se lèvera-t-il un jour sur ces terres désolées, habitées de ténèbres? Reviendront-ils les jours heureux? Résonneront-ils de nouveau les rires des enfants? Murmureront-elles encore un jour ces mémoires de sources vives contre les premières exhalaisons du printemps, caresser les douleurs éteintes, et que l'air doux et chaud du petit matin annonçait la blondeur des champs de blé? Le cœur de l'opprimé exultera-t-il encore avec l'éternel recommencement? Là-bas, au loin, entre rêve et appréhension, au ras d'un horizon brouillé, au ras des rages d'orage, roulent des nuages métallisés qui grondent et menacent. Demain est sombre d'appréhension. Les poitrines sont opprimées, la quiétude des jours a déserté. Et le jour peine à se lever sur des terres amères, accablées. La tourmente gronde au loin. Une peur lourde et froide lacère le cœur des hommes hébétés de ces serres
d'acier. Le ressentiment quittera-t-il un jour les cœurs attisés de noires rancœurs? L'espoir jubilera-t-il de nouveau? Ah, si les haines pouvaient s'éteindre, les douleurs s'apaiser, le regard nouveau s'ouvrir sur des aubes scintillantes de rosée. Ah, si nous pouvions aimer, si nous pouvions pardonner, si nous savions pardonner, si nous n'étions plus qu'une promesse de joie, une haleine de jasmin, une note cristalline, un regard émerveillé, humide d'émotion. Cet homme qu'une épine de rose blesse jusqu'au sang, comment peut-il faire tant de mal, briser tant de destinée? Comment, lui qu'une épine de rose fait crier de douleur, use-t-il avec tant de rage du fer et du feu, de la fureur et de la haine échevelée, du nom de Dieu et de celui du droit, pour broyer, meurtrir les chairs de ses frères, tuer leurs petits, jeter l'effroi dans leurs âmes, le chaos dans leur destin fracassé? Pourquoi a-t-il oublié qu'il est né d'un élan d'amour, lui, si tendre, si délicat, qu'une épine de rose fait crier? Le poète n'a-t-il pas sublimé les calmes aurores, la douce caresse des vents alizés? Reviendront-ils les jours heureux? Reviendront-ils? L'Algérie vient encore d'être épinglée par le département d'État américain. Dans un rapport accablant, notre pays a été classé parmi les plus rétrogrades en matière de traite d'êtres humains. J'en cite un passage. Les immigrés subsahariens illégaux venant de pays anglophones restent particulièrement vulnérables au travail forcé et au trafic sexuel en Algérie, principalement dû à la pauvreté et à la barrière de la langue. Mais il n'y a pas que cela. Plus loin, dans le même rapport, les hommes d'Afrique subsaharienne sont victimes de servitude domestique. Les employeurs confisquent souvent leurs documents d'identité, les forçant à rester à la maison pour travailler. Et plus loin encore, le gouvernement algérien ne se conforme pas pleinement aux normes minimales visant à l'élimination de la traite et ne fait pas d'efforts significatifs en ce sens. Le gouvernement n'a pas enquêté vigoureusement ou engagé des poursuites contre le trafic sexuel ou les crimes de travail forcé. Fin de citation. L'un dans l'autre, ce énième rapport vient enfoncer un autre clou. Nous collectionnons les records de la sinistrose. Notre pays s'enfonce. Et le pire est que les gens semblent s'être habitués à tout. Ils ne se rendent plus compte de rien. L'indicible se routinise, se banalise. C'est l'imprégnation par le vide. Aujourd'hui, Huffington Post. Washington épingle l'Algérie dans son rapport sur la traite des êtres humains. TSA. Washington critique l'Algérie. Des femmes et des enfants victimes de trafic sexuel. Par Yassine Bebouche. Liberté. Situation des droits de l'homme. Le
le département d'État des USA épingle l'Algérie. Par FB. Nous recevons aujourd'hui Zineb Azzouz, universitaire, Constantine, Yahya Bounouar, journaliste, Paris, Nadia Wali, militante des droits de l'homme, Paris, Yassine, notre confrère journaliste d'Al Magharibiya qui se trouve à Tizi Ouzou en vacances. Zineb Azzouz, merci d'être avec nous. Bonsoir, salam alaikum, c'est moi qui vous remercie. Merci Zineb. Alors, cet énième rapport américain, ce que j'en pense, c'est que d'abord, est-ce que les Algériens sont étonnés? Est-ce qu'ils sont informés? Quel impact ça aura? Est-ce que les Algériens ignorent la situation des droits de l'homme dans leur pays? Je ne crois pas du tout. En revanche, est-ce qu'ils ont le courage d'en parler ou d'aborder la question? Hélas, non. Le sujet des droits de l'homme, le terme droit de l'homme est presque ridicule dans ce pays. Il a été pris en otage au moment de la sale guerre par une élite vassalisée qui s'est, comme on le sait, via des pétitions, via des témoignages avec des généraux, via ce qu'on connaît comme crasse. Nous avons eu affaire à une élite qui a diabolisé ce terme, qui en a fait une injure envers tous ceux qui ont osé dire halte au massacre, halte à la torture, halte aux exécutions sommaires, halte à la dictature. Donc, du coup, ce terme fait encore plus peur que toute autre lutte politique. Bien sûr, le pouvoir a joué son jeu. Il a banalisé ce terme, comme on a banalisé la science, comme on a banalisé la lutte, comme on a banalisé l'enseignement. Et c'est devenu une étiquette maison. Il a ses boîtes de droits de l'homme qui cogitent de temps en temps, qu'on voit soutenir de façon mitigée des chômeurs, hélas, bon. Quand on a un système judiciaire plombé, quand on a une loi de l'amnistie, les dés sont pipés, les jeux sont fermés, il n'y a plus rien à dire, plus rien à faire sur ce sujet. À cet effet, Zineb, je me rappelle un jour, mais je ne sais plus lequel, un baltagier des droits de l'homme, je ne sais pas si c'était Razak Bara ou l'autre, Khsanteni, qui aurait dit un jour au sujet des exactions, des exécutions sommaires, de la torture, il aurait dit « on ne fait pas d'omelette sans casser d'œufs ». Et depuis, on parle d'eux en les qualifiant de défenseurs de droits de l'omelette. Il n'est pas le seul, hélas. Hein. Moi, j'ai entendu, y compris des militants sur cette chaîne, le dire et le redire fièrement, en employant le terme, ce que j'appelle le terme de massue, la bavure. Oui. On parle de bavure, c'est-à-dire que je n'ai pas fait exprès, j'en ai tué 2000 sur mon chemin. Voilà, bavure. Effectivement, c'est un terme qui revient souvent pour dire que les exactions n'ont pas été systématiques, qu'elles n'ont pas été ordonnées, qu'elles ne procèdent pas d'une machination systématique, quoi. Oui, qu'elles sont pas délibérées. Alors ne nous leurrons pas. Hein, ce n'est pas pour faire de la publicité à un livre ou à un autre, à un témoignage ou à un autre. Ce n'est pas pour qu'on m'accuse encore de faire appel à des associations, à des ONG manipulées par cette fameuse main étrangère. Parce que moi j'ai une réponse. Je dis que ceux qui ne veulent pas que la main étrangère se mêle des droits de l'homme chez nous, ben, qu'ils le fassent. S'il s'agit de mensonges, eh ben, allez ester ces monteurs devant des cours internationales ou un temps soit peu crédibles, et prouvez-nous que c'est un mensonge. Répondez aux familles des disparus. Répondez-nous à propos des charniers. Répondez-nous à propos des détenus politiques qui croupissent toujours en prison. Répondez-nous à propos de Ould Dadda, qui va faire 2 ans, qui va bientôt boucler sa 2e année ou sa première année en prison pour avoir diffusé une vidéo. Quand on pense qu'au même moment, et c'est vraiment ça qui m'inquiète, on se permet de diffuser des vidéos de l'armée populaire nationale, ou du moins de personnes portant l'uniforme de l'armée populaire nationale, ça n'a pas été démenti, en train de traîner des cadavres, des choses dignes du Moyen-Âge. Vraiment des choses qu'on ne lisait même pas. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas lire
du temps des croisades où on charcutait des êtres vivants, qu'est-ce qui nous reste dans un pays où le hooliganisme est devenu banal, la violence est banalisée, le crime est banalisé. En plus, on vient nous banaliser les images de Daesh. Je vous remercie, Zine, d'avoir évoqué cette situation terrible qui sévit sur les réseaux sociaux, où on voit des militaires algériens en train de traîner 2 cadavres, et puis on les insultait avec des mots très grossiers, et ils leur ont baissé les pantalons, ils les traînaient tout nus, et ils se sont mis à les frapper en plein visage, alors qu'ils étaient morts. Et le comble, c'est qu'on serait attendu à ce qu'il y ait au moins une sanction exemplaire, mais loin de là. Et on nous reproche même de prendre la défense, disent-ils, de ces tangos qui n'ont eu que ce qu'ils méritent d'après... Ça me rappelle, même si c'est dans un autre registre, on n'est quand même jamais coupé du monde, ça me rappelle l'exécution de Kadhafi, de 65 bonhommes qui étaient avec lui. Exactement. Il ne faut pas qu'on oublie, l'histoire se répète. Absolument. C'est la même barbarie, c'est la même sauvagerie. Restez avec nous, Zine Ba'azouz. J'accueille à présent Yahya Bonouar, que je remercie encore une fois d'être avec nous. Si je salue vos téléspectateurs, merci, ainsi que vos invités, et particulièrement, salutations particulières à mon ami Zine. Merci Yahya. Alors, ce rapport, cette situation générale de ce pays qui n'en cesse pas, qui n'en arrête pas, qui n'en finit pas de s'enfoncer. Ben vous savez, le rapport, il y en a une dizaine par an sur différents thèmes et depuis des années. Donc on est dans des dizaines et des dizaines de rapports sur la traite humaine aujourd'hui, sur la corruption, sur les droits de l'homme, sur la place des femmes, et ainsi de suite. Et à chaque fois, l'Algérie étant au fin fond du classement. Hier, il y a encore eu un rapport des Nations Unies sur le PIB, la part du PIB consacrée à la recherche et développement. Il y a une liste de 120 pays et l'Algérie n'existe pas dans ce rapport parce qu'elle ne dépense rien pour la recherche et développement. Mais pour revenir à ce rapport, ce qui a été écrit cette année est copié-collé de ce qui a été écrit l'année dernière. La seule chose, c'est que dans le rapport, le département d'État américain dit il n'y a pas de progrès parce que le gouvernement algérien refuse d'admettre la réalité. Ils sont dans un déni de réalité. Et donc, ils ne vont pas changer ce qu'ils ne reconnaissent pas. Non seulement, le plus grave, c'est qu'il y a une partie des choses qu'ils ne reconnaissent pas, ils disent c'est pas vrai, ça se passe pas. Et il y a une partie qui se passe, mais qui, pour eux, ils trouvent ça normal. Que des migrants soient traités en esclavage, c'est normal. La place des femmes dans la société, c'est normal. Les droits de l'homme, la démocratie, pour eux, c'est normal. Et vous allez discuter avec les dirigeants algériens et ils considèrent que les droits humains, c'est fait pour les Américains, pour les Français ou pour les Allemands, et que leur population n'a pas à mériter tout cela. On serait presque infra-humain. Et donc, à partir du moment où ils sont dans le déni, il n'y aura jamais de progrès. Quand on veut soigner une personne, il faut d'abord qu'on accepte l'idée qu'elle est malade. Or, la société, le régime algérien et la société algérienne sont très malades. L'image au niveau international, elle est plus que détériorée. Tout le monde nous regarde comme un peuple du Moyen-Âge. Et les dirigeants algériens, mais également, j'ai pas raison, une partie de l'élite et une partie de la société ne s'en rendent pas compte ou ne veulent pas voir l'état réel dans lequel ils sont. Mais Yahya, qu'est-ce qui fait que la société algérienne soit ainsi déconnectée, anesthésiée sur son propre sort? Mais pourtant, ce ne sont pas les outrances, les turpitudes de ce régime qui font défaut. Elles font même florès. Un secrétaire général du FLN, ce parti ô combien symbolique dont ils nous disent qu'il est le digne héritier du FLN de l'Arbi Ben Mehdi, qui a un titre de séjour de travailleur immigré.
qui s'achètent des biens en France. Un président dont on ne sait pas très bien quel est son état de santé, et dont on devine très bien qu'il est complètement débranché, qu'il n'est capable de rien décider et on ne sait rien des gens qui décident à sa place. Un Premier ministre qui fait le clown intégral, qui n'arrête pas de nous sortir du n'importe grand quoi. Ça n'arrête pas, je pourrais comme ça vous en citer pendant des heures. Et dans le même temps, la société algérienne continue de vaquer à ses petites et grandes affaires, comme si de rien n'était, comme si le pays ne risquait pas de sombrer. Et on nous reproche même à des gens comme moi ou comme vous, qui essayons d'alerter, de tirer la sonnette d'alarme, on nous reproche de trop en faire, qu'après tout le pays va très bien, ou bien nous sommes en train d'exagérer, et nous sommes les outils de la main étrangère, et j'en passe, vous savez très bien, aussi bien que moi. Comment expliquez-vous cette totale indifférence ? Vous savez, la société que vous et moi, on a connue, la société des années 70 et une partie des années 80 n'existe plus. Il y a une nouvelle société en Algérie, ça fait 30 ans, une société qui a vécu très profondément la guerre civile, une école complètement dévastatrice. Il faut rappeler que c'est l'école algérienne qui produit les Daesh, ils ne viennent pas de Mars, ils sont le produit du système algérien. Pas d'économie. La société algérienne, dans sa majorité, hein, évidemment, se sent inférieure au reste du monde. Ils regardent à la télévision, ils voient le monde et ils se disent ça, c'est pas pour nous. Ils voient les peuples vivre en liberté, les peuples vivent dans la prospérité, ils les voient évoluer, ils voient des enfants dans les pays pleins de bonheur, le niveau d'éducation très élevé. Et ils ont fini par accepter que ce n'est pas pour nous, que nous, on ne mérite pas ça. C'est très bien déjà si on ne s'entretue pas, si on n'est pas dans les années 90. C'est bien, c'est pas grave, on reste comme ça, on reste à la traîne, on accepte l'ignorance, on accepte la hagra, on accepte le pillage des richesses, on accepte tout. Ce bonheur-là qu'on voit à la télévision ailleurs n'est pas pour nous. On se tait, sinon ce sera la guerre civile et on va encore s'entretuer. Restez avec nous, Yahya. Je suis désolé pour Yassine, mon jeune confrère qui se trouve en Kabylie en ce moment. Problème de téléphone, on essaiera de le joindre demain peut-être, Inch'Allah. Sinon, je reçois à présent Nadia Wali, qui est militante des droits de l'homme à Paris, qui aime l'Algérie à en mourir, qui m'a parlé tout à l'heure au téléphone. Elle était tellement émue, qu'elle nous a tous émus d'ailleurs dans la salle de rédaction. J'aimerais qu'elle nous parle, qu'elle nous dise ce qu'elle ressent quand elle va au pays, dans cette terre que nous aimons. Bonsoir, bonsoir, monsieur Benchinour, je vous entends très mal. Oui. Oui, Nadia, on vous écoute très bien, vous pouvez vous exprimer. Merci, je vous en monsieur prie. Benchinour, et je salue les téléspectateurs. Et d'après les témoignages de l'article de Washington sur la misère en Algérie, et il y en avait beaucoup d'articles sur l'Algérie, sur la pauvreté, sur le domaine aussi de droits de l'homme, sur l'expression, sur la liberté d'expression et tout. C'est une témoignage qui est troublante. Et aussi, la pauvreté s'est confortablement installée dans le foyer algérien. Et malgré que le pays était riche, c'est plus le cas maintenant. 1,2 million des familles démunies en réalité longtemps dissimulées par le pouvoir public. Ça craint énormément. Et franchement, quand vous parlez des femmes et enfants algériens, c'est les plus touchés dans la société algérienne. Et dire que concernant la position officielle, elle a été réduite sur le plan des femmes, et dire dans les années 60, les femmes algériennes étaient citées en exemple sur tous les plans, dans le monde arabe et dans le monde musulman, et malgré maintenant, la femme algérienne, elle est très touchée profondément dans son chair, et on conclut ça
nous qui résidons à l'étranger, on est très sensibles à la cause algérienne et ce qui se passe en Algérie. Nadia, au cours de ces 15 dernières années... Je vous entends très mal, Monsieur Benchinofa. Et là, vous m'entendez mieux? Là, oui, ouais, un petit peu. Alors, c'est de ma faute, je ne crie pas assez fort. Nadia, quand vous rentrez en Algérie, dans ce pays qui vient de dépenser environ 800 milliards de dollars au cours de ces 15 dernières années, comment avez-vous trouvé le pays? Très désarroi. Ça fait, déjà, je vous le dis, ça fait 3 ans que je suis pas partie en Algérie, et à chaque fois que je pars, je suis très triste par le malheur qui arrive dans mon pays, et je ne reviens pas. Je reviens pas par la situation des familles. On voit plus maintenant les familles, la classe sociale, elle n'existe plus en Algérie. On voit vraiment des gens très très pauvres et ça fait énormément mal. Nous qui résidons à l'étranger, on vient bien qu'il y a beaucoup d'associations qui aident des familles démunies. En Algérie, c'est triste, surtout quand on voit des enfants malheureux qui tendent la main pour demander un pain ou demander du lait parce qu'ils n'arrivent pas, des familles, des pères de famille qui se suicident parce qu'ils n'arrivent pas à nourrir leur famille, ils n'arrivent pas à ramener de la nourriture, du pain pour leur famille, ça fait très très mal. Je crains énormément pour la situation de mon pays. Moi, je vous dis, ça fait 15 ans que je suis ici en France, je vous raconte une histoire et que je l'ai vécue quand j'ai travaillé en Algérie et c'est une histoire vraie. Quand je travaillais pendant les années 90, quand l'Algérie elle était vraiment endettée envers la FMI, ils sont venus nous demander, moi qui étais salariée, et j'étais à l'époque entourée par ma famille, j'avais pas une vie familiale. Ils sont venus nous signer une demande, une charte, pour qu'ils nous retirent de l'argent de notre salaire pour pouvoir payer des salariés qui n'ont pas reçu leur salaire pendant au moins 9 mois. Vous savez que moi, j'étais en famille, j'avais mes parents qui me prenaient en charge. J'ai signé cet accord avec plaisir. Et ils nous ont enlevé, je ne peux pas vous dire combien de mois, ils ont enlevé de notre salaire pour pouvoir, moi je l'ai fait avec plaisir, pour pouvoir payer des familles qui n'ont pas reçu des salaires pendant des années. Et je crains qu'on va arriver à ce stade, on va arriver à ce jour-là, et j'en suis sûre qu'on va arriver avec comme on appelle, avec la chute de prix de pétrole. Et ça, c'est un témoignage que je vous le ramène aujourd'hui, je vous le dis, je l'ai vécu quand j'étais salariée en Algérie. Nadia Ouali, merci infiniment pour votre témoignage, pour votre amour pour notre pays, en espérant vous revoir bientôt. Nous allons observer un court intermède et nous revenons pendant la deuxième partie de cette émission avec Yahya Bonouar et Zineb Azzouz pour continuer d'en parler. Et nous les interromprons à chaque fois qu'il y aura un appel de la part de nos téléspectateurs et les spectatrices. À tout de suite. Yahya Bonouar, on n'en finit pas, comme je le disais tout à l'heure, de recevoir de mauvaises nouvelles tous les jours. Et le comble, c'est un peu comme les impôts, dont on dit trop d'impôts tue l'impôt.
Chez nous, trop de scandales tue le scandale, on ne le sent plus. Trop de misère tue la misère, on ne la ressent plus. Trop de turpitude tue la turpitude, au point où elle se banalise dans notre entendement. On va aller jusqu'où comme ça? Bien, c'est ce qu'ils ont réussi à faire. Outrance après outrance, eh ben, ils ont réussi à faire élire un président sur une photo. On a un Premier ministre qui fait des blagues. On a des ministres ou des personnalités qui régulièrement sont citées dans la presse pour des affaires de corruption et tout le monde s'en fout. On a banalisé l'outrance et ils sont passés au-delà de l'outrance avec une arme terrible contre la population algérienne qui est ressortie régulièrement et par le président, et par le Premier ministre, et par les ministres, et par le chef de l'armée, à chaque fois, attention, sinon le retour aux années 90. Le Fawda, attention, le fitna et retour aux années 90. Et maintenant c'est Daesh. Maintenant c'est Daesh. Maintenant c'est les deux. C'est les années 90 avec Daesh. Autrement dit, fermez vos gueules, renoncez à vos droits, renoncez à vos libertés, renoncez à une vie tranquille comme vous, les autres peuples sur la planète. Sinon ce sera Daesh et les années 90. C'est un chantage perpétuel et fait de manière régulière par tous les dirigeants de ce régime contre le peuple algérien pour qu'il accepte et se taise. Mais Yahya, vous pensez que c'est pour ça que les Algériens ne réagissent plus? Parce qu'ils ont peur d'être replongés dans l'horreur, dans ces atrocités des années 90 et 2000? Il y a les deux. Il y a la menace et qui a son importance quand elle est matraquée par des télévisions et par un discours officiel, mais il y a aussi l'ignorance, le niveau de l'éducation, le niveau scientifique et puis le niveau de l'élite qui ne joue pas son rôle et qui est là en train de raconter des histoires de ce qui se passe entre tel et tel ministre ou tel ministre, alors que le pays est en train de sombrer sous leurs yeux. Donc il y a tout ça qui fait qu'à un moment, l'élite ne tire pas la sonnette d'alarme, le peuple a peur et n'a pas les connaissances pour prendre conscience de l'état dans lequel est le pays, et ça donne cette paralysie totale, alors qu'ils savent parfaitement que leur situation n'est pas normale. Ils savent parfaitement que ce sont des êtres humains et qu'ils ont le droit au bonheur, à une vie normale comme tous les autres peuples sur cette planète. Et ils arrivent à refuser, à ne plus avoir cette ambition parce qu'on leur dit « si vous voulez ça, vous aurez Daesh et les années 90 ». Mais Yahya, moi il y a une question que je pose toujours, que je ne comprends pas. J'aimerais bien qu'on me réponde. À la limite, quelqu'un qui n'a pas de capacité à faire de vraies lectures politiques, je comprends qu'il ne devine pas que le pays va droit au mur. Mais en matière d'élite, comme vous dites, si tant est qu'elle existe, cette élite, des gens qui enseignent à l'université, des gens qui sont aux affaires, pas dans les affaires, aux affaires, des gens qui ont une vraie capacité intellectuelle d'évaluation de la situation, ils savent tous que c'est inéluctable. Le pays ne peut pas ne pas sombrer, ne peut pas ne pas aller droit au mur, ne peut pas ne pas se retrouver dans une situation cauchemardesque, je pèse mes mots. Et ces gens-là, qui ont pourtant des enfants, qui savent que leurs enfants vont se retrouver dans l'horreur, pourquoi ils ne réagissent pas? Pourquoi ils continuent eux aussi à se précipiter dans cette ruée vers l'or, vers avoir plus d'avantages, essayer d'avoir sa part sur la bête? Comment peuvent-ils ignorer à ce point ce qui va arriver à leurs enfants demain? On ne doit pas généraliser. Il y a quelques années, on était assez isolés et marginalisés. On doit reconnaître qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui le disent. Ce n'est pas suffisant, mais il y en a. Il y en a dans l'opposition classique, légale. Je peux citer Ben Betour, Hadj Nasser Ben Nasser, l'ancien président de la Banque d'Algérie, une partie de l'opposition qui aujourd'hui qui défendait le régime, qui faisait partie du régime,
qui faisaient partie du gouvernement, qui avaient des ministres. Je ne vais pas citer des noms pour ne pas me faire d'autres ennemis. Mais aujourd'hui, tiennent ce discours. Si vous regardez l'opposition légale réunie autour de la CNLTD, ils disent ça. Il faut lire leur communiqué. Ils disent que le pays va droit dans le mur. Benflis, qui s'est tué pendant 10 ans, de 2004 à 2014, aujourd'hui dit ça. Une partie de la presse dit ça. Par contre, est-ce que ce discours, il faudrait qu'il y en ait beaucoup plus qui le disent, on est bien d'accord, mais est-ce qu'il y a de l'écho dans la population? Est-ce que les gens, comme l'a dit tout à l'heure Zeynep, quand on leur parle des droits de l'homme, est-ce que ça les touche ou est-ce qu'ils considèrent que c'est quelque chose qui vient de Mars et qui ne les concerne pas et qu'ils n'ont pas droit à ces droits? Est-ce que donc il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui? J'ai plus l'impression que ce n'est pas le discours qui manque, c'est l'écho qu'ils ne trouvent pas dans une population qui est anesthésiée et qui a pratiquement abandonné et qui s'est résignée. Restez avec nous, Yahya. Zineb Azzouz, Yahya vient de nous parler d'une élite qui ne joue pas son rôle. Et il a prononcé le terme fatal, qui est de plus en plus présent dans les discours, dans les débats, dans les discussions, d'anesthésie. D'abord, dites-nous un mot sur cette fameuse élite qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas, qui n'agit pas. Et ensuite, est-ce que réellement la société algérienne est anesthésiée? D'abord, je salue chaleureusement Yahya, qui est présent. Puisqu'on est en train de parler de droits de l'homme, hein, c'est-à-dire d'innocents massacrés et de crimes suprêmes aux yeux de l'humanité, aux yeux de toutes les croyances et aux yeux de toutes les religions. Je suis désolée, on ne peut pas venir parler d'économie, d'élite, quand par rapport à un point aussi crucial, par rapport à ces fameuses lignes rouges qu'on n'arrête pas de nous chanter, et il n'y a pas plus rouge que le sang, Jemeltine. Quand nos élites non seulement ne se sont pas prononcées sur les injustices, sur les crimes, mais en plus se sont sentis obligés d'aller soutenir les criminels, je suis désolée, et je m'excuse du terme, leurs analyses politico-économico-savantes, ils peuvent se les garder. Une élite qui ne se distingue pas dans les grands moments de crise, en se positionnant du côté de l'opprimé et non pas du côté de l'oppresseur, ce n'est pas une élite, c'est une bande de mercenaires. Nous en avons eu l'exemple pendant la sale guerre, où on a vu notre petite bourgeoisie, et bourgeoisie au sens pas trafiquant, la bourgeoisie s'est très vite repliée derrière les chars de peur de perdre ses privilèges. Hein, de peur. L'islamiste, c'était le pauvre bougre à abattre, parce que lui, l'islamiste ne connaît pas le cinéma, parce que l'islamiste, en fait, c'est une façon de déshumaniser le gueux, le pauvre. Hein. Ces gens ont réagi et ont agi dans ce pays comme de véritables colons, qui disaient l'arabe, ils disaient l'arabe, et ils disaient la Fatma. Voilà quoi jouer, voilà le rôle de notre élite. En contrepartie, attention, la polarisation a permis de créer une autre élite qui est en train de servir clairement et ouvertement Daesh aujourd'hui. Je reviens à vous, Zine, dans un instant. Amor de France. Oui, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Moi, je rentre sur le sujet, vous avez parlé sur les droits de l'homme. Oui, je vous en prie. Les responsables des droits de l'homme, ça n'existe pas en Algérie. Ils sont tous corrompus. Oui. Ils ne défendent pas les Algériens. Il n'y a aucun, même leur chef, je ne me rappelle plus le nom du chef. Allô? Oui, on vous écoute. Poursuivez, je vous en prie. Le grand chef de droits de l'homme en Algérie, il est déjà corrompu. Parce qu'il y a une histoire d'un pilote algérien à l'époque. C'est un gars qui est actuellement à la retraite. Il est parti le voir pour le défendre il y a 5 ans, 6 ans, je ne me rappelle pas la date. Il est parti le défendre après un... Allô? Oui, on vous écoute. Et la personne, il est parti le voir. Au départ, il a dit qu'il va le défendre. Et le jour J qui est venu pour le défendre, il a téléphoné et ils l'ont dit qu'il n'est pas là. Oui. Et la personne, il a passé le... Et vous parlez de qui est ce personnage des droits de l'homme dont vous parlez? Le droit de l'homme, ceux qui ont le droit de l'homme en Algérie. Oui. D'accord. Merci, Amor de France. L'Akhdar Manouaran, Laurent. L'Akhdar Manouaran, je vous en prie, l'Akhdar. Oui, bonsoir. Bonsoir, l'Akhdar.
Eh ben, pour vous avoir, c'est difficile, hein. Ah ben, on est désolé, on aurait voulu que ce soit facile. Écoutez, moi, j'entends en Algérie, les gens parlent de votre chaîne. Moi, j'ai jamais écouté votre chaîne. Ça fait 3 jours, j'écoute votre fameuse chaîne. Mais je vois que vous critiquez beaucoup l'Algérie. Vous dites, vous, tout à l'heure, vous dites les... Vous êtes avec moi? Oui, oui, on vous entend. Poursuivez, je vous en prie. Vous me dites que les émigrés, les Noirs là, qui sont en Algérie, on leur fait des misères. Qui c'est qui vous a dit que nous on fait des misères? Vous savez combien qu'on donne à un ouvrier noir? 2000 dinars par jour. Vous savez combien qu'on donne à un Algérien? 1000 dinars par jour. Ah ben, bon, exprimez-vous, hein, exprimez-vous. Vous êtes libre. Oui, mais il ne faut pas dire, il ne faut pas critiquer comme ça. Vous dites la misère, vous dites ça, vous dites ça, vous dites ça. Il n'y a pas de misère en Algérie. D'accord, vous dites ça va mal, je suis d'accord avec vous. Mais pourquoi vous dites qu'il y a la misère? On vit très bien. Très bien. Eh ben, grand bien vous fasse, monsieur Rabbi Kemmel, Inch'Allah. Merci, merci. Zineb, je reviens à vous. Donc voilà, monsieur vient de nous appeler d'Oran pour nous dire, nous, on critique. Il n'est pas le seul, hein, pour lui rendre justice. Beaucoup de gens me contactent pour me dire que je suis un agent de la main étrangère, que nous voulons le mal de l'Algérie, que nous haïssons l'Algérie, que nous cherchons à l'enfoncer, à salir, que le pouvoir, en fait, on n'attaque pas le pouvoir, mais on attaque l'Algérie. Voilà, donc qu'est-ce que vous en pensez vous-même? Ben, qu'est-ce que je pense de bien que je n'ai pas bien que ça se passe de commentaires comme je pense que c'est le titre d'une émission. On va pas dire à quelqu'un qui est heureux vous êtes malheureux, c'est quand même. Je dis grand bien leur face. J'aimerais juste que s'ils ne font pas confiance aux statistiques des mains étrangères, qu'ils fassent confiance à ce qu'ils voient et aux statistiques de leur propre pays. Hein. J'ai en mémoire que 95% des ouvriers du bâtiment ne sont pas assurés. J'ai en mémoire le nombre d'enfants abandonnés en Algérie. J'ai en mémoire le nombre d'enfants qui abandonnent leur scolarité faute de moyens. J'ai aussi en mémoire le nombre d'Algériens qui crèvent faute de soins, pas seulement les cancéreux. J'ai en mémoire aussi le nombre d'écoliers qui ne mangent pas à midi. Ah bon, si ça c'est pas de la misère, effectivement, chacun... Restez avec nous, Zineb. Restez avec nous. Je vous avais promis de vous interrompre à chaque fois pour passer des communications. Kamel de Bjaya. Allô? Kamel de Bjaya. Allô? Oui, Kamel, je vous en prie. Oui. Je vous en prie, Kamel de Bjaya. Oui. Kamel d'Alger. Kamel de Bjaya. De Bjaya. Je vous en prie, Kamel. Merci. Je vous en prie, vous êtes en direct. Bonsoir, Jamal. Alembek. Bonsoir, mon ami Jamal. Bonsoir, merci d'être avec nous. Allô? Oui, on vous écoute, Kamel. J'aimerais intervenir à travers votre émission que j'apprécie énormément. Merci. Je vous en prie, Kamel, allez-y. Oui, donc j'aimerais juste participer. Le terme exact de votre émission, c'est la déchéance, de déchéance en déchéance. Absolument. Normalement, c'est ça. Oui. De déchéance en déchéance. Donc, pour moi, le monde arabe n'a pas cessé de reculer depuis le Moyen Âge. Depuis le Moyen Âge. Ce n'est pas seulement... Allô? Oui, on vous écoute. Essayez d'aller un peu vite parce qu'il y a beaucoup d'appels en ligne, s'il vous plaît. D'accord. Donc de déchéance en déchéance, la cause exacte de notre déchéance, à mon sens, c'est l'intégrisme aussi islamiste. Elle a joué un rôle extrêmement négatif. C'est-à-dire que au lendemain de l'indépendance de l'Algérie, au lieu de construire un État démocratique, la religion a mis de la sienne, c'est-à-dire
on a voulu politiser un peu la religion. Malheureusement, c'est la cause principale de la déchéance politique et intellectuelle. Très bien, M. Kamel. Je suis obligé de vous interrompre. Nous allons prendre qu'un autre appel, un seul, puisque nous n'avons plus de temps, qui est en ligne depuis un moment. Bourek de Sétif. Tfadal, M. Bourek. Bonjour, M. Bouchenou. Bonjour, M. Bourek. Comment allez-vous? Ça va? Ça va, barakallahu fik. Bon, je dois intervenir rapidement. Oui, s'il vous plaît. D'abord, la personne qui est intervenue d'Oran, c'est une personne de la famille Saïd Bouteflika et Cheikh Khalil. Deux. Allô? Oui, on vous écoute. Je dois préciser les dépenses de 8 000 milliards qui ont été dépensés pour l'Algérie. Non, ils ont été volés. Ils ont été volés et n'ont pas dépensé pour l'Algérie. Donc, nous sommes dans une situation alarmante avec une mafia bien déterminée et la responsabilité encombre. Mais un de ces jours, ces gens-là, on doit les voir devant la guillotine. Et je vous remercie pour cette Merci M. Bourek. Donc nous cessons de recevoir des appels. Nous arrivons à la fin de cette émission. Je vais faire un dernier tour de micro avec Zineb Yahya avant de vous quitter. Zineb, un dernier mot, rapidement. Puisque le sujet relève des droits de l'homme, je souhaiterais juste rappeler que l'histoire se répète et que ceux qui ont couvé les crimes et couverts par leur pétition vont reprendre du service. Attention, le système ne joue pas au dé et le pouvoir ne se laissera pas éjecter par des rapports venant des USA. Les USA savent très bien ce qu'ils font et c'est au peuple de savoir de quel côté se positionner. Aujourd'hui, ils ont créé un contre-système. Ils pensent que nous pouvons lutter contre la dictature par l'argent. Ils en ont recruté pas mal dans ce sillage. On ne lutte pas contre la dictature par l'argent. On lutte contre la dictature en s'engageant et en ne faisant pas de différence entre la peste et la peste noire. Nous sommes tous embrigadés dans cette logique de devoir choisir. Que le peuple ne se fasse pas piéger en se sentant obligé de choisir. Surtout pas. Merci Zineb, merci. Yahya, un dernier mot, brièvement. Oui, qui va un peu dans le même sens. C'est juste pour dire à la société algérienne que contrairement au discours algérien du régime, à la propagande générale des médias du pouvoir algérien, le peuple algérien mérite de vivre dans un État démocratique, comme tous les autres peuples de la planète. Il mérite de vivre en liberté. Il mérite de vivre comme il voit à travers les télévisions, comme les autres peuples, dans des pays propres, organisés, structurés, sans corruption. Il a le droit à la vie comme les autres peuples et non pas comme le menace le régime, ou nous, ou le chaos, ou nous, ou la guerre civile, ou nous, ou Daesh. Il faut sortir de ça. Merci Yahya. Cette émission est maintenant terminée. Salam alaikum, khawa la khair. Salama.